C'est une question qui hante la fiction et la philosophie depuis des siècles. Qu'est-ce qui sépare la réalité de l'illusion? Tous ne parlent que d'IA et de tech de nos jours. Les mondes virtuels, comment seront-ils? Quand va-t-on y aller? Eh bien les amis, nous n'allons pas y aller. Ce sont eux qui vont venir ici. Je vous présente Arès. L'imagination a le pouvoir de modeler notre vision. Mais saurez-vous démêler les fausses vérités de la franche fiction? Dans Tron, Arès, le pitch est simple et déroutant. Un programme informatique, Arès, quitte le monde numérique pour débarquer dans le monde matériel sous la forme de Jared Leto. Et c'est là que toute personne ayant un cerveau en état de marche se pose la question « Mais comment diantre fait-il » Oui, comment? Merci. Oui, parce qu'à la base, un programme, ça a pas de corps. Alors on peut imaginer qu'Arès se matérialise via des nanomachines qui s'assemblent pour former un corps tangible, ou qu'il soit imprimé en 3D par des lasers. Et puis il y a l'hypothèse métaphysique, la plus vertigineuse. Si Arès peut sortir de son monde pour entrer dans le nôtre, c'est peut-être parce que notre monde est lui-même une simulation. Une strate supérieure de code, un étage au-dessus, dans une tour infinie de réalité virtuelle. Oh, ça me dit quelque chose, ça. En effet, cette idée n'est pas nouvelle. Et c'est là que la saga Tron dialogue avec tout un imaginaire collectif. Au début des années 80, le boom des jeux vidéo fait entrer les univers virtuels dans la pop culture. Dès 1982, le premier film Tron exploite ce concept en envoyant des humains visiter un monde informatique éclairé au néon. Peu après, en 1984, William Gibson anticipe l'apparition d'Internet dans son roman Neuromancien avec l'idée du cyberespace, un espace numérique auquel l'esprit humain peut accéder via une interface. Dans le même genre, on peut citer le manga Ghost in the Shell, adapté en animé par Mamoru Oshii. Mais c'est en 1999, avec Matrix, que les Wachowski popularisent vraiment le concept à l'échelle planétaire, avec ce twist complètement fou. Nous sommes déjà tous dans une simulation informatique globale, la matrice. Et c'est là que, philosophiquement, ça devient très intéressant. Ça reste de la science-fiction. Peut-être pas. Mais comment ça? L'hypothèse de la simulation n'est pas si absurde. En quelques décennies, on est devenu capable de créer des mondes virtuels de plus en plus convaincants dans les jeux vidéo. Qui sait ce que ça donnera dans 50 ans, dans plusieurs siècles. Peut-être qu'on sera capable de générer de véritables univers numériques indiscernables de la réalité. Et si une telle chose est possible, alors il devient de plus en plus crédible que nous soyons déjà dans une telle simulation. C'est l'idée popularisée en 2003 par le philosophe suédois Nick Bostrom. Selon lui, la probabilité pour que nous existions dans une réalité de base et pas dans une simulation serait même infime. Ouais, mais on n'a pas de preuve de ça. Pas de preuve directe, non, mais diverses hypothèses émises par des physiciens pourraient coller avec l'idée que notre univers soit une sorte de super programme informatique. En juin dernier, le physicien Melvin Vopson en a apporté une nouvelle. D'après lui, la gravité pourrait n'être qu'un effet secondaire du traitement de l'information par l'univers qui compresserait les données pour gagner de la place, comme un ordinateur. Plus anecdotique, on trouve sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos censées montrer des bugs dans la matrice, comme des personnes ou des objets figés en mouvement. Mais on va pas se mentir, la qualité de ces preuves laisse quand même à désirer. Bref, en attendant de repérer des lignes de code dans le fond diffus cosmologique, on reste dans le domaine de la métaphysique plus que de la science dure. D'ailleurs, la philo et la littérature n'ont pas attendu l'essor des jeux vidéo pour spéculer là-dessus. Ah ouais? Eh ouais. Dès les années 1960, l'auteur de science-fiction américain Philip K. Dick joue avec la perception de la réalité dans ses histoires, notamment Total Recall et Ubik. Mais on peut aussi remonter jusqu'en 1635 avec La vie est un songe de Calderon. Dans cette pièce de théâtre baroque espagnol, un prince prisonnier depuis son enfance goûte à la liberté pendant une journée. Mais en se réveillant le lendemain dans sa geôle, il prend conscience que sa vie entière pourrait être un rêve. Et encore avant, pour le philosophe grec Platon, le monde physique n'est qu'une illusion, une représentation grossière du monde véritable, celui des idées. Bref, la frontière entre réel et virtuel est comme un fil rouge traversant la culture depuis l'Antiquité. Oh, mais ça fait mal à la tête tout ça. Pas de souci, tu peux juste profiter de Tron comme d'un grand spectacle visuel en laissant ton cerveau à l'entrée. Mais rien ne t'interdit de te poser des questions si t'en as envie, hein. Après tout, on vit déjà dans un monde où les frontières s'estompent. Nos identités circulent en ligne, nos avatars nous représentent, nos données nous prolongent dans le monde numérique. Peut-être que demain on pourra choisir d'y passer ses vacances, ou même une partie de sa vie, voire de continuer à y exister sous forme de double virtuel après sa mort. Et s'il devient réellement possible de vivre dans une simulation sans même s'en rendre compte, alors il nous faudra sans doute redéfinir la limite entre la réalité et la franche fiction.